Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Mercator. Aujourd'hui, le sujet sera la gestion des stocks. Donc, je vais vous donner quelques clés pour avoir une gestion efficace et optimiser vos stocks dans Mercator. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin Buffet et je suis chef de projet ERP et web chez Mercator depuis bientôt 2 ans. Donc, on va aborder quelques généralités sur le stock dans Mercator. Donc, au niveau des articles, je vous présenterai un peu la grille des stocks. Ensuite, je vous parlerai de la notion de dépôt dans Mercator. On fera le lien avec les articles pour voir un peu les mouvements in et les mouvements out à ce moment-là. Puis je vous parlerai des inventaires et des transferts de dépôt, qui sont un autre moyen de mouvementer du stock. Je vous parlerai du réapprovisionnement. Et enfin, on terminera sur des focus sur des choses un peu plus spécifiques dans Mercator, des outils d'encadrement que sont les numéros de série, les emplacements et les lots. Et puis une petite conclusion. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter, à les poser en fin du webinaire. On réactivera les micros. Sans plus tarder, rejoignons Créaplomb. Donc, dans Mercator, c'est très simple. Un article peut être géré en stock ou non. Pour ce faire, dans la fiche article, il suffit juste d'aller cocher dans la fiche article la coche quantité. Donc derrière, le champ s'appelle S_dispo. Et l'article sera géré en stock. Donc ici, par exemple, ma baignoire est gérée en stock. Mon bon cadeau, qui n'a pas d'existence vraiment physique puisque c'est un bon cadeau, lui, n'a pas de stock. La différence entre un article géré en stock et un article non géré en stock se situe au niveau de sa fiche, puisque vous voyez, le bon cadeau qui n'est pas géré en stock n'a pas de grille de dispo, alors que ma baignoire, elle, a une grille de dispo. Cette grille reprend un peu toutes les quantités. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Avant toute chose, il faut savoir que ce champ est très sensible. Donc moi, ce que je recommande de faire, c'est de le restreindre à certains utilisateurs en utilisant des niveaux ou des départements pour qu'ils ne puissent pas être modifiés, voire même complètement masqués pour des utilisateurs. Donc pour ce faire, vous allez dans Outils, écran signalétique, paramétrage. Vous vous rendez sur la fiche article et dans l'onglet complément où vous voyez le champ quantité, vous allez mettre un niveau ou un département. Donc le niveau 2, c'est pour le rendre read-only. Donc tous les utilisateurs qui sont en dessous du niveau 90 ne peuvent pas modifier ce champ. Et si on veut le masquer, alors on met un niveau dans le champ niveau. Pourquoi ce champ est vraiment sensible? Parce qu'en fait, si jamais il est décoché en cours de route, vous perdez toutes les quantités du compteur. Vous avez un avertissement dans Mercator qui vous prévient. Vous désactivez le suivi des quantités alors que des mouvements existent déjà sur cet article. Il vous prévient que les compteurs de quantités seront perdus. Là, je vais mettre non. Mais donc, si jamais par erreur, quelqu'un qui n'est pas bien formé ou qui n'est pas censé toucher à ce champ vient le décocher, ça peut avoir des conséquences sur votre gestion des stocks. Donc, je vous invite vraiment à lui mettre un niveau et même le cacher dans la fiche article à un endroit où il ne sera pas manipulé par erreur. L'autre chose que je vous invite à faire, c'est de mettre un audit dessus. Donc en activant l'audit, outils avancés, base de données, audit sur les articles. Et là, dans l'onglet stock, vous cherchez le champ S_dispo et vous le cochez pour activer l'audit. En activant l'audit. En fait, de cette manière, derrière, vous allez avoir un suivi de qui a manipulé ce champ. Et donc, si je prends par exemple mon article, je vais prendre, je sais que j'ai fait des mouvements sur la turbine. Hop. Donc là, si je vais dans mon onglet complément sur le champ quantité et que je fais clic droit auditer, je peux voir que ce champ a été manipulé. Donc on voit qui, hein, moi-même, qu'il était avant coché puis décoché. Et on peut savoir quand une modification a eu lieu et par qui. L'idée, c'est pas de montrer du doigt, mais c'est d'essayer de rattraper si jamais il y a eu une fausse manipulation. C'est possible, c'est compliqué, mais c'est possible de rattraper. Revenons-en maintenant à ma grille de dispo. Donc, dans une fiche article qui est gérée en stock, on voit apparaître une grille avec plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Les lignes, je les expliquerai plus tard dans la notion de dépôt, mais ça reprend les différents dépôts qui sont renseignés dans votre dossier. Maintenant, si je prends les colonnes,
voyez qu'on a un code couleur qui a été mis en place sur ce dossier. En vert pâle, vous voyez tout ce qui est relatif aux ventes. Et en bleu, tout ce qui est relatif aux achats. Dans la colonne réservée, et donc son équivalent commandé côté fournisseur, vous avez toutes les quantités qui sont passées en commande actuellement. Donc que ce soit côté vente pour le réservé ou côté achat pour le commandé. À ce stade, le stock n'est pas mouvementé puisque la marchandise n'est pas reçue. Donc ici, toutes les commandes. Si vous passez sur une colonne sur la gauche, donc dans le fourni et dans le envoyé, vous voyez toutes les pièces qui sont arrivées en réception, donc en livraison, en bon de livraison ou en bon de réception côté fournisseur. À partir de ce stade, le stock est mouvementé. Dans Mercator, le stock est mouvementé au moment où la marchandise est reçue, donc au moment où un bon de livraison est enregistré. Ensuite, les colonnes achetées et vendues correspondent aux quantités facturées. Donc votre bon de livraison est passé en facture. Il est déplacé de envoyé à vendu. Si je reprends dans le cycle, vous avez donc la commande. Ici, on est dans le commandé. Vous avez la livraison. Ici, on est dans le fourni. Et la facture. Ici, on est dans le acheté. La colonne de stock reprend en gros tout ce qui est en stock chez vous, par le biais d'un inventaire ou alors par le biais des achats. Des achats reçus, du coup, si on suit la démonstration que je viens de vous faire. Le disponible, lui, correspond au stock auquel on soustrait les articles en commande client. C'est-à-dire que là, j'ai beau avoir 273 pièces en stock, comme j'en ai 81 qui sont réservées par des clients, en vrai, en disponible, j'ai 192 pièces. Et donc ça, c'est repris par magasin. Donc ici, dans mon dépôt principal, j'ai ce stock-là, mais j'ai aussi un stock à 0 en réserve et un stock à 0 en dépôt. Je vous explique ça juste après. Les deux dernières colonnes, minimum et maximum, sont utilisées dans le cadre du réapprovisionnement. Donc je vous l'expliquerai également dans cette présentation. Le minimum correspondant au stock qui est nécessaire pour faire fonctionner votre magasin. Donc il me faut au minimum 10 pièces pour pouvoir continuer à vendre correctement. Et je peux en stocker maximum, donc la colonne max, 15. C'est-à-dire qu'à partir de plus, je ne sais pas les stocker dans mon magasin et donc ça n'a pas d'intérêt d'en avoir plus. Donc, la première étape, c'est de bien définir quels articles doivent être gérés en stock et quels articles ne doivent pas être gérés en stock. Pour avoir une bonne traçabilité des stocks, il est possible d'utiliser le disponible en mettant des avertissements lorsqu'on fait des ventes afin de bloquer ou d'avertir quand le stock n'est pas suffisant et éviter de se retrouver avec des stocks négatifs. Par exemple, sur ma séquence 1 Believe, ici j'ai mis un avertissement qui est non bloquant. Donc lorsque je vais vouloir enregistrer ma vente, je vais avoir un message qui me dit « Certains articles sont hors stock, souhaitez-vous continuer ?» Donc par exemple là, si on sait qu'on a éventuellement un transfert de dépôt à faire ou une commande avec un fournisseur qui va nous livrer très rapidement, pour X ou Y raison, on n'a pas envie d'être bloqué. Donc là, on fait un avertissement qui est non bloquant. On peut continuer sur « Oui, la vente sera enregistrée, le stock descendra en négatif ». Maintenant, dans un autre journal, j'ai mis un contrôle bloquant. Je vais reprendre ma douche. Hop, les articles liés. Et là, Mercator va me bloquer en disant certains articles sont hors stock, il est impossible de continuer. Donc là, on ne peut vraiment pas descendre. Comment on paramètre ça? Eh bien, c'est dans chaque journal, outils, séquence, vente. Vous avez dans l'onglet événements, articles hors stock, et vous mettez soit aucun contrôle, Mercator vous laisse faire ce que vous voulez, soit vous avez l'avertissement, donc c'est le premier exemple que je vous ai montré, soit vous avez carrément le contrôle bloquant. Ça permet ainsi de borner un peu et de limiter les écarts de stock liés à trop de ventes, pas assez d'achats. On encadre bien.
Maintenant, parfois, vous pouvez être amené à faire des documents qui sont des documents financiers qui n'entraînent pas de gestion de stock. Par exemple, mon client est mécontent, je voudrais lui faire une note de crédit sur un article parce que je voudrais le rembourser pour une raison. Mais là, je ne fais pas rentrer le stock puisque je ne reprends pas la marchandise, donc je veux juste faire le document sans mouvementer le stock. C'est tout à fait possible. C'est une option à activer. Il faut rajouter des champs, donc un petit paramétrage, et ça nous donne donc sur une vente Ncred. Ici, je vais aller prendre mon client Thomas. Toujours ma douche. Voilà. Et ici, en fait, grâce à ce paramétrage, je suis allé mettre mouvement en valeur. Donc, ce sont des mouvements en valeur uniquement. Oh, pardon. Et là, il m'autorise le document. C'est aussi utilisé dans tout ce qui est intersociété quand vous devez vous refacturer des choses et que vous devez ne pas mouvementer de stock puisque c'est que du financier, vous utilisez cette option, enfin ce paramétrage. Maintenant, on a déterminé nos articles qui doivent être suivis en stock, ceux qui ne doivent pas l'être. On a compris la grille de dispo. On va maintenant parler des magasins, des différents dépôts. Puisque maintenant qu'on a nos articles, il faut savoir où on les range. Donc les différents magasins sont paramétrables dans Outils, Paramètres, Magasins, où ici vous retrouvez vos dépôts. Un dépôt déjà mouvementé ne pourra pas être supprimé. Ici, on peut en rajouter, mais si un dépôt a déjà été mouvementé, il ne peut que être mis en sommeil, puisqu'on a des mouvements dessus. Ici, si vous voulez rajouter un dépôt, eh bien, on rajoute une ligne. Perte Volcas, par exemple, je vous expliquerai pourquoi. On peut également gérer le SAV de cette manière pour les articles qui partent en service après-vente chez un fournisseur, on pourrait éventuellement les envoyer vers le dépôt SAV, etc. Hop. Donc dans la grille de dispo, si je réouvre un article, désormais j'ai mon nouveau dépôt qui apparaît. Le dépôt, on le renseigne d'ordinaire au pied du document, c'est-à-dire quand je fais une vente, je choisis dans un menu déroulant quel est le dépôt que je débite pour une vente. Donc ma marchandise sort du dépôt principal. Pour un achat, c'est le même principe. Si je fais un achat, je peux dire que je rentre cette marchandise en réserve directement. Dans ce cas-là, la grille de dispo qui sera mouvementée correspondra au dépôt du pied. Maintenant, parfois, on a des grosses commandes fournisseurs qui peuvent faire plusieurs dizaines de lignes et on n'a pas envie de les scinder en plusieurs commandes pour faire une commande au dépôt principal, une commande sur le dépôt réserve. Donc, il est possible dans Mercator de gérer le dépôt à la ligne. Donc ça, il s'agit d'un paramétrage que votre chef de projet se fera une joie de vous faire. Où vous rajoutez un champ dépôt dans la ligne. Ici, j'ai une commande stock multi-dépôt. Donc on voit bien que j'ai beaucoup d'articles. Quand je vais l'augmenter de statut pour faire ma réception fournisseur, ici j'ai une colonne dépôt de destination. Donc même si mon dépôt est en principal, je vais pouvoir lui dire ici, toi tu vas en réserve, toi tu vas en principal, toi tu vas en dépôt. Tout ceci va donc alimenter le dépôt correspondant. Ça permet, dans le même document, sans avoir à changer, de renseigner un dépôt à la ligne pour chaque article. Sachant que ce qui n'est pas renseigné ira dans le dépôt du pied, quoi. Si on ne renseigne pas, alors Mercator continue son fonctionnement normal. On peut bien entendu définir un dépôt par défaut par séquence. Donc, quand je vais dans Outils, Séquence, Achat, par exemple, je peux dire que toutes mes réceptions fournisseurs se font dans le dépôt principal, réserve ou dépôt. Là, je peux définir un dépôt au journal par défaut, sachant qu'il est toujours modifiable dans le document. On peut toujours gérer l'extraordinaire dans le document en changeant le dépôt en pied. Et on a une option qui vous permet de vous alerter si jamais vous faites une augmentation de statut d'un document et que le dépôt de départ n'est pas le même que le dépôt d'arrivée. Alors, on va aller sur un Believe.
Donc ici, ce bon de livraison va débiter le stock réserve. Maintenant, si je le passe en facture, il m'alerte. Utiliser le dépôt principal au lieu de réserve. J'ai un avertissement qui me permet de dire, est-ce que tu es conscient que tu n'as pas le même dépôt d'arrivée que celui du départ? Est-ce que tu veux changer ou pas? Bon, dans mon exemple, c'est relativement peu pertinent étant donné que le stock a déjà été débité lors de la livraison, mais vous pouvez l'avoir d'une commande à une livraison. Si vous commandez sur le dépôt principal et que vous faites la livraison sur le dépôt réserve, vous voyez ce que je veux dire? On peut le mettre sur les étapes inférieures du cycle de vente ou d'achat. Cette option se trouve en faisant la recherche sur un ID. Donc je cherche Change, C-H-G-E, et ici j'ai changé de dépôt avec les séquences niveau ultérieur. Donc ici j'ai mis sur Ask, il m'avertit, il me demande si ce que je veux faire, mais on peut très bien dire par défaut, oui, tu changes le dépôt du document, donc tu prends celui de destination, ou non, tu gardes celui d'origine. Ça, c'est pour les augmentations de statut, donc je passe de commande à livraison, de commande à facture. Maintenant, si je fais un changement horizontal de journal, on a la même option qui existe, juste en dessous, change dépôt H. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, une augmentation de statut dans Mercator, c'est je passe de commande à livraison ou vente. Une augmentation horizontale, une transformation horizontale, c'est je suis dans un com, je l'envoie vers deux com. Je reste au même niveau de document, mais je le transfère juste d'un journal à l'autre. Donc là, on peut avoir des avertissements qui nous préviennent si les dépôts sont différents. Donc en fait, une fois qu'on a bien paramétré ces articles et qu'on sait lesquels sont en stock, il faut bien sûr maintenant savoir où on les range. Donc il faut vraiment définir un niveau de granularité optimal pour votre activité. Il ne faut pas descendre dans le trop détaillé au niveau des magasins, mais il faut quand même avoir une vue globale de vos dépôts et savoir où est telle ou telle marchandise. Et après, il faut bien paramétrer les journaux, bien faire attention au niveau des utilisateurs, de bien débiter ou créditer les bons dépôts lorsqu'on fait des mouvements de stock. On a vu que les achats permettaient de rentrer la marchandise. Maintenant, je vais vous montrer les inventaires, qui est une autre manière de gérer les entrées en stock. Donc les inventaires se font depuis gestion inventaire. On a deux statuts en inventaire. On a la préparation qui est un brouillon. Donc celui-ci ne mouvemente pas le stock. Ce brouillon peut être ensuite augmenté en définitif. Et à ce moment-là, le stock est mouvementé. Dans les inventaires, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de la façon de faire. Pour ce faire, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube où on a une vidéo qui nous donne les trucs et astuces de Mercator, les inventaires. On mettra le lien lorsqu'on mettra le webinaire en ligne, mais là vous avez vraiment trois démonstrations de différentes méthodologies pour faire des inventaires. Donc à ce moment-là, je vous renvoie vers cette vidéo. Les choses que je voulais aborder dans ce webinaire à propos de l'inventaire, c'est de bien faire attention au dépôt, puisqu'un inventaire se fait aussi sur un dépôt, donc il faut bien faire l'inventaire sur le bon dépôt, et la date. Parce que la date va déterminer la suite du compteur. Puisque Mercator, comment fonctionne Mercator? Si je fais un inventaire au 31 du 10 2024, la quantité de l'article sera celle renseignée dans l'inventaire. Après, Mercator comptera les sorties et les entrées dans les documents de vente et d'achat à partir de l'inventaire qui a été encodé à cette date. Donc si je vends le 1er novembre et que j'achète le 2 novembre, tous les mouvements seront calculés à partir de l'inventaire du 31. C'est un peu la photo du stock à un instant T. Alors, on peut faire un inventaire sur un rayon, hein. Il est possible de faire un filtre et d'inventorier juste un rayon. La gestion de l'inventaire gère les filtres. Ici, je vais aller chercher mon rayon chauffage. Donc j'ai tous mes articles qui sont dans mon rayon chauffage. Hop, le petit entonnoir indique qu'on est en mode filtre. Je fais initialiser l'inventaire. Hop, je prends mon rayon, pardon, je vais laisser des fiches ouvertes. Il me demande si je veux ignorer les lignes qui n'ont pas déjà de stock. Je vais mettre non, je vais tout prendre. Voilà, donc là j'ai mon inventaire.
Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire une remise à zéro. Donc je vais dans le menu et je fais mettre à zéro les quantités et je mets une référence remise à zéro. Ici, je l'enregistre. Ensuite, je vais faire un autre inventaire où là, je vais compter. Donc je vais mettre des quantités au hasard, hein. Hop, comptage. Alors c'est toujours bien de mettre des références dans ces inventaires, comme ça on sait qui ou à quelle occasion on a compté. En fait, la raison à cela, parce que vous avez peut-être vu quand j'ai montré le menu inventaire, c'est que vous avez remise à zéro rapide, donc dans gestion inventaire. Elle est pratique, mais elle n'est pas documentée. C'est-à-dire qu'en fait, dans la fiche article, vous ne verrez pas cette remise à zéro dans votre interrogation, puisque dans chaque article, vous avez un onglet interrogation qui vous permet de voir tous les mouvements. Ici, vous ne verrez pas la remise à zéro rapide. Hop. Là, je vois ma remise à zéro parce que je l'ai enregistrée dans un document d'inventaire définitif. Ici, j'ai mon inventaire, donc mon stock maintenant, il est de 5 à partir du moment où on se parle. Stock 5. Tout mon compteur, en fait, va repartir de là. Petit truc, si on s'est trompé dans les dates, puisqu'une fois qu'on a renseigné un article, on ne peut plus changer le dépôt, on ne peut plus changer la date, pour plein de raisons, puisqu'il y a beaucoup de calculs qui se font à partir de là. Vous pouvez toujours exporter la grille d'un inventaire et la réimporter via Excel depuis le téléchargement PT fichier. Il vous faut juste formater un fichier comme ça, où vous mettez l'ID de votre article en première colonne, art, et vous mettez le comptage de vos pièces. Donc en fait, ça vous permet de refaire un inventaire à une autre date si vous vous êtes trompé dans la date. Donc vous ouvrez votre inventaire et vous vérifiez bien le dépôt et la bonne date avant de l'effectuer. Alors, pour ceux qui disposent de l'application mobile Pingouin de Mercator, on a des bundles d'inventaire qui permettent de faire les inventaires directement depuis un PDA, un scan, dans les rayons où on scanne les codes barres, on met la quantité qui est constatée et en fait c'est encore plus rapide puisque le document s'écrit directement sur le terrain depuis l'entrepôt. L'autre mouvement divers qui permet de mouvementer le stock, c'est ce qu'on appelle les transferts de dépôt. Donc là, on n'est pas dans un comptage, on est dans un déversement. Donc ici, par exemple, je peux faire un transfert de dépôt de principal à réserve. Et donc, en fait, j'enlève du stock principal pour le mettre vers la réserve. C'est utile pour passer les mouvements de stock d'un dépôt à l'autre. Si je mets en réserve des articles, on a fini la saison, je dois ranger mes articles de l'été dans ma réserve pour attendre l'été prochain, ben, je peux très bien les mettre via un transfert de dépôt pour les changer de dépôt. L'autre point qui est intéressant, c'est, vous avez vu, j'ai créé perte, vol et casse. Si vous constatez des articles qui sont plus vendables ou qui ont disparu, des vols et tout ça, pour les sortir du stock et avoir la trace, bah, c'est quand même intéressant d'avoir un dépôt des marques inconnues dans lequel vous mettez, vous transférez la marchandise et donc vous sortez de votre stock vendable les articles qui ne sont pas vendables en les mettant dans un dépôt. J'aurais pu faire un dépôt SAV, je vous l'expliquais en introduction. Si vous envoyez des marchandises chez un fournisseur pour réparation, pour service après-vente, pour savoir que vous en avez qui sont en SAV, vous pouvez faire un document sur un dépôt SAV, vous mettez l'article, vous pouvez mettre une référence. Enfin, c'est aussi une façon de gérer un peu les stocks de SAV, savoir un peu où est quelle marchandise. Donc, les articles sont bien paramétrés, les dépôts sont bien paramétrés. Maintenant, l'autre clé, c'est de tout documenter. Chaque mouvement de stock doit vraiment être documenté dans Mercator et de manière rigoureuse. Si on a un stock qui est vraiment bien tenu, alors on pourra vraiment utiliser de manière optimale la fonction de réapprovisionnement de Mercator. Puisque chacun sait que dans la vie d'une entreprise, les stocks représentent un coût non négligeable et qu'il est important d'avoir le bon niveau de stock pour faire fonctionner son entreprise. Donc, suffisamment pour vendre, mais pas trop pour pas être surstocké.
Et donc le Réapro, c'est vraiment un outil de Mercator qui permet de faire ceci, puisque sur la base soit d'un filtre article, soit d'un fournisseur, vous pouvez lancer un réapprovisionnement. Et en fait, on revient sur nos colonnes de stock minimum et stock maximum. Mercator va nous proposer de passer des commandes fournisseurs en fonction de différents paramètres. Donc par exemple, si je coche stock min, Mercator va scanner tous les articles gérés en quantité disposant d'un stock min, je vais le faire, hop, disposant d'un stock minimum pour lequel le stock n'est pas suffisant et va me proposer une commande, de préparer une commande fournisseur pour rattraper ce stock et rejoindre le stock minimum. Si jamais je coche stock max, forcément, il va me monter mon stock au stock maximum. C'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de se baser sur le min, il se base sur le max. Et je peux même en plus gérer les commandes clients, c'est-à-dire si je coche commande client, Mercator va me proposer de commander tous les articles qui sont en cours de commande par les clients. Donc en fait, de couvrir les commandes clients par une commande fournisseur. Donc pour ceci, il faut que les articles aient une gestion de quantité et pour min et max, il faut qu'ils aient un stock min et max de renseignés parce que si c'est à zéro, forcément Mercator ne va pas les ramasser dans son scan. Hop. Donc ici, on voit sur mon coude que j'en ai 266 en stock. Il va m'en commander. Il m'en propose 5609, sachant que il ignore en général les commandes fournisseurs déjà passées, puisqu'on a déjà les commandes fournisseurs, on ne va pas doublonner les commandes fournisseurs, et que par le biais d'une option, on peut aussi prendre en compte les préparations de commandes fournisseurs qui sont déjà générées. En fait, Mercator sait qu'on a déjà une préparation de commande, donc un brouillon de commande qui est fait, et il va donc ne pas recommander cette préparation. Le réapprovisionnement en lui-même pourrait faire l'objet d'un webinaire complet parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Si vous avez besoin de formation, dans ce cas-là, on peut organiser une discussion pour vous présenter. Je ne vais pas vous le présenter plus en détail dans ce webinaire-ci, mais en tout cas, c'est un outil très puissant pour piloter vos stocks et avoir le niveau de stock juste pour votre activité. Maintenant, je voudrais terminer cette présentation en vous présentant quelques outils d'encadrement dans Mercator qui permettent de encore plus cadrer la gestion des stocks. Donc, pour commencer, les emplacements. Donc, les emplacements, c'est une signalétique supplémentaire dans Mercator. C'est un module que vous devez avoir, mais à partir de là, vous avez une signalétique qui vous permet de définir différents emplacements logistiques. Donc, on recense tous les emplacements de votre entrepôt. Votre entrepôt en fait est scindé en petites boîtes dans lesquelles vous rangez. Et les articles qui sont cochés comme gérés en emplacement, donc la turbine par exemple, l'autre turbine, pardon. Celle-ci, elle est en emplacement, dispose donc d'un onglet. Et en fait, tous les emplacements qui disposent du stock de la turbine, enfin pour lesquels la turbine a été placée dans un emplacement, pardon, vous pouvez voir le stock par emplacement d'un article. Je vais essayer de voir sur un article où il y a du stock. Ici, par exemple, je vois que j'ai une pièce en stock dans l'emplacement S1. Donc en fait, si on a un article qui est géré en emplacement, à chaque fois qu'on va rentrer du stock ou qu'on va en sortir, Mercator va nous dire indique-moi dans quel emplacement je dois ranger cette marchandise. Donc on peut avoir un pop-up qui va nous dire, qui va nous permettre de choisir où on rentre la marchandise. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Bon, ici c'est un peu différent, j'ai en plus des numéros de série, mais ici je suis censé aller choisir un emplacement et Mercator va rentrer la quantité prévue dans l'emplacement. Je vais essayer de faire l'exemple avec un article qui n'est que en emplacement et pas en numéro de série. Voilà le coude. C'était pas celui-là comme par hasard.
Donc là, il me demande sur quel dépôt je veux assigner l'emplacement. Et ici, il me dit, bah, si tu en réceptionnes 50, tu m'en mets 10 ici, 20 là, 20 là, et il va mouvementer les emplacements directement. Quand j'aurai enregistré, le stock sera mis à jour au niveau des emplacements. Après, on peut éluder ce pop-up et dire sur un document, on va prendre le de Believe. Sur un document, je n'ai pas envie d'avoir ce pop-up. C'est juste qu'à la ligne, je devrais renseigner les emplacements qui sont à utiliser. Donc là, je vais faire Thomas, mon client. Je vais aller rechercher mon coude. Hop. Ici, j'ai la ligne, l'endroit où je dois sélectionner mon emplacement qui n'est pas rempli. Mercator va me dire emplacement manquant pour un ou plusieurs articles. Et donc, je vais devoir aller chercher les articles, enfin, les emplacements éligibles pour défalquer le stock. Donc ici, je vais lui dire, tu me sors une pièce de l'emplacement S1. Donc ça permet en fait de tracer chaque mouvement dans chaque emplacement et de dire de manière stricte, voilà quel emplacement j'ai prélevé, voilà quel emplacement j'ai alimenté. Donc on est sur un niveau beaucoup plus contraignant que simplement les dépôts, puisqu'on va vraiment à l'emplacement logistique, numéroté. L'autre point, c'est le numéro de série. Donc là, les numéros de série, donc ce sont tous les articles qui sont cochés comme numéro de série dans leur fiche. Donc dans l'onglet complément, vous avez numéro de série qui est coché. Je vais prendre ma turbine. Ici, en fait, à chaque fois que je vais rentrer une turbine, il va me demander de renseigner un numéro de série. Donc là, je fais une livraison fournisseur. Je vais chercher ma turbine. Mercator me dit, on est en entrée. Quel est le numéro de série de cette turbine? Et en plus, là, ici, je dois renseigner un emplacement. Parce qu'elle est gérée et en numéro de série et en emplacement. Donc voilà. Une fois que je vais sortir du stock, Mercator va me dire quel est le numéro de série que tu sors. En fait, à ce moment-là, on arrive à identifier chacune des pièces du stock qu'on sort. Puisque si vous ne gérez pas en numéro de série ou en lot, ce que je vais expliquer juste après, vous avez 10 pièces en stock, vous en sortez une, vous ne savez pas dire si c'est la première, la cinquième ou la dixième de votre stock. Le stock n'est pas vraiment identifié à la pièce. Alors qu'ici, avec les numéros de série, vous arrivez à identifier chacune des pièces. Là, je vais faire ma sortie de stock. Mercator me demande quel est le numéro de série que je sors. Il me redemande pas l'emplacement parce qu'il l'a retenu quand je l'ai rentré à quel emplacement je l'avais positionné. Le dernier point, et là on est sur du encore plus détaillé, c'est la gestion des lots. Donc, pour les besoins de la démo, on va dire que Créaplon s'est mis à vendre de la viande de bœuf, ce qui est peu crédible dans un cas réel, mais ici, l'option lot, donc c'est également une option activée dans votre licence, vous permet de créer des lots et d'avoir une traçabilité ascendante et descendante. Donc quand vous créez un lot, souvent ça arrive avec les dossiers qui ont la production, mais si vous l'achetez, vous devez renseigner le numéro de lot et en fait vous savez à quel moment il est rentré. Là j'ai rentré 5 pièces dans ce lot. Et en fait après vous avez la traçabilité descendante. Quand vous vendez, il va vous demander quel est le lot que vous prélevez et combien de pièces vous prélevez dans ce lot. Si je prends la viande de bœuf, hop, donc pardon, j'ai fait une coquille. Il va me demander quel dépôt pour le lot. Et ici, il voit que j'ai le lot DDDDD sur lequel il reste 5 pièces. Donc là, je vais en prélever 4. Et donc, en gros, il me reste plus qu'un lot, enfin une pièce dans mon lot DDDDD. Alors les lots, on peut les paramétrer de plein de façons, dans le sens où vous pouvez en plus rajouter des informations de type numéro de batch, numéro de bain, date de péremption, DLC, toutes ces informations-là. On est là sur un lot qui est vraiment très simple, il a juste un libellé, mais derrière, vous pouvez en plus rajouter plein d'informations pour suivre. Donc ça, ce sont des options qui sont encore un peu plus structurantes puisqu'elles permettent de vraiment d'encadrer les in et les out. Donc en conclusion,
Il faut commencer par bien verrouiller son catalogue. On met bien les bons articles en stock, ceux qui ne sont pas en stock ne doivent pas l'être, et on met un process de validation de qui a le droit de créer les articles, qui a le droit de les renseigner comme stock et tout ça. Comme ça évite les erreurs de oups, j'ai décoché le champ quantité alors qu'il y avait des quantités en stock et du coup j'ai tout remis à zéro. Ensuite, c'est d'avoir une vue de votre dossier pour savoir si combien de dépôts vous avez, lesquels doivent être renseignés dans Mercator. Pas aller trop dans le détail si c'est pas nécessaire ou détailler suffisamment si c'est nécessaire. C'est à ce moment-là aussi que vous arrivez à déterminer en lien avec votre chef de projet s'il vous faut les emplacements, s'il vous faut d'autres outils. Bien être formé sur comment gérer les dépôts à la ligne, aux documents, faire les bons paramétrages par défaut pour que vraiment tout soit documenté, un inventaire bien référencé, les bonnes dates, vraiment suivre tous les mouvements de stock et bien les documenter pour ensuite dans les onglets interrogation de vos articles être capable de comprendre tout ce qui s'est passé sur un article. Tout ceci, si c'est bien géré, vous permet d'optimiser vos coûts via le réapprovisionnement. Et après, si besoin, on met en place des outils d'encadrement qui sont encore plus contraignants, de type les lots, les numéros de série et les emplacements. Très bien, mais je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui vous viennent en tête un peu plus tard, hein, pas de problème, on est disponible. En tout cas, pour ma part, je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Si pas, n'hésitez pas. Et puis, il sera mis en ligne plus tard sur nos réseaux et sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez éventuellement le voir en replay, comme on dit. En attendant, je vous souhaite une excellente journée C'est parfait. et à bientôt pour un autre webinaire.